Processus électoral en République démocratique du Congo à quelques mois de la tenue du scrutin sur l'ensemble du territoire national. Il y a encore des interrogations par rapport au déploiement des kits électoraux. Quand on sait que selon les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante, c'était prévu le 15 ou le 16 septembre le déploiement. Jusque-là, rien n'est encore fait. Où est-ce qu'on en est? On va parler aussi des Fayoulou, on va parler aussi d'autres sujets d'actualité. Monsieur Évariste Kalala, bienvenue. Merci Jean-David. Les élections en République démocratique du Congo, vous y tenez? Absolument, c'est une exigence constitutionnelle et on ne peut pas remplacer les élections par autre chose. Malgré les zones d'ombre qui existent. Mais lesquelles? Mais selon le calendrier électoral, c'était prévu le déploiement des kits électoraux au 15. Jusque-là, rien n'est encore fait. Aujourd'hui, pratiquement le 25. La semaine prochaine, ça sera le mois d'octobre. Et il y a encore des zones d'ombre qui existeraient. Je n'appellerai pas ça des zones d'ombre. Il y a des détails techniques. Et ça, nous laissons ça à la CENI. Nous, on est au niveau politique. Et il faut aussi souligner qu'il y a eu une rallonge pour ceux qui devaient déposer les candidatures au niveau des députés nationaux et aux élections provinciales et locales également. Donc, sans entrer dans les détails techniques, je crois que ça aurait pu quand même affecter le programme de la CENI. Oui, mais jusque-là, il y a d'abord des contraintes sécuritaires. Massissi, Rutshuru, jusque-là, qui, on sait très bien, sont encore sous contrôle du M23. La CENI n'a pas enrôlé les électeurs dans cette contrée. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, c'est encore une incertitude qui vient s'ajouter sur d'autres questions? Non, à cette analyse, nous opposons deux arguments. Le premier, il est d'ordre juridique. Les élections sont une exigence constitutionnelle. Nous ne pouvons pas les remplacer par autre chose et nous devons le faire dans la mesure du possible, dans le délai constitutionnel. Ça, c'est du point de vue juridique. Du point de vue politique, nous avons un précédent. Il y a les élections de 2018 qui se sont déroulées dans une situation sécuritaire un peu plus chaotique que celle-ci. Vous vous souviendrez du Grand Bandundu, où il y avait eu des poches d'insécurité. Et donc c'est comme si vous n'arrivez pas à mieux faire que votre prédécesseur quand à ce qui concerne l'organisation des élections, parce que c'est devenu un référentiel. Mais, Monsieur David, il ne faut pas comparer l'incomparable. Oui, mais parce que bon, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Tout à l'heure, vous avez parlé des élections de 2018. Nous ne comparons pas deux systèmes de gestion parce que c'est un débat dépassé. Et je crois que ceux qui nous suivent à la télé le savent. Nous avons le même Congo. C'est du même Congo qu'il s'agit. Ce n'est pas en termes de comparaison de la gestion du prédécesseur du président Félix-Antoine Tshisekedi, son Excellence. Ce n'est pas en termes de comparaison. Ici, on est bien plus loin. Il s'agit de faire quelque chose, un service à la communauté. Et dans ce cadre-là, on vient de quelque part. On ne peut pas ignorer cela. Et nous prenons... On vient d'où? Quelque part où? Ça veut dire du cycle électoral passé. 2018. On ne peut pas parler de ce cycle sans considérer... Oui, mais parce que vous aviez promis de mieux faire que les autres. Mais déjà... Si déjà aujourd'hui, Rutshuru, Massissi n'avait pas de contrôle sur ça, c'est que vous n'arrivez pas à mieux faire que les autres. Mais écoutez, c'est une question éminemment politique, sécuritaire, j'allais dire, et sensible. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de contrôle. On n'a pas le contrôle de ces zones-là, mais vu la sensibilité du dossier, je crois que je me préserve d'entrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons effectivement fait mieux.
Sur le plan juridique, nous sommes dans le respect du délai constitutionnel. Le président l'a annoncé du haut de la chaire de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est déjà mieux que le processus passé. Et il y a encore beaucoup plus d'améliorations en termes d'inclusivité. Vous savez qu'aux élections passées... inclusivité s'il vous plaît, oui. Vous savez qu'aux élections passées, le président Moïse Katumbi n'a pas pu n'a pas pu faire campagne. Alors, est-ce il n'a pas pu accéder au Est-ce qu'aujourd'hui, Katumbi... Mais à la fin, je ne finirai pas. Allez-y, je ne saurais pas faire passer mes idées. Non, vous allez faire passer votre idée. Je suis en train juste de compléter. Je complète ma question. Je complète ma question. Je dis Katumbi est là, mais il y a encore le sceptre de la loi Tchani qui est encore secoué au niveau de l'Assemblée nationale. Écoutez, il y a des Alors je vous laisse continuer votre idée. Il y a des Congolais au Parlement et moi je n'y suis pas pour l'instant. Je leur laisse leur travail. C'est eux qui votent les lois et qui programment les lois qui doivent être votées. Alors d'un autre côté, il faut reconnaître qu'en termes de respect du délai constitutionnel, on est largement dans une amélioration nette et également en termes d'inclusivité. Alors, aujourd'hui, les opposants vont et viennent librement. C'est-à-dire ces élections vont se dérouler dans un climat de décrispation politique totale. Et c'est des grandes avancées. Qui va et vient librement? Parce que quand on a vu que la fois dernière, Katumbi a été interdit de pouvoir descendre au niveau de Congo central, après plusieurs tractations, je viens de suivre tantôt là, que demain, il pourra aller au niveau de Congo central. Oui, mais vous êtes journaliste, vous informez, vous ne désinformez pas. Quelle est la raison qui a été évoquée pour lui interdire l'accès au Congo central? Parce que après ça, on l'a vu au Bandundu et ailleurs, à l'Équateur. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une volonté politique, il faut bien noter ça, à bloquer les opposants. Mais le Congo ne sera pas, bien que nous sommes en période électorale, une zone de non-droit. Je crois que la justice et le droit ne feront pas de pause. Ils doivent c'est-à-dire, vous pouvez arrêter les gens, comme ça se fait actuellement. Le Salomon Idi qui est arrêté. Il y a les journalistes Stanislas Boudjakera qui est arrêté. Il y a Jamaka Kabound qui est arrêté. Mike Mukebai arrêté. Ben écoutez, lorsque quelqu'un commet une infraction et qu'elle est avérée, dans n'importe quel État qui se veut sérieux et qui veut que l'ordre y règne, je pense qu'il n'y a pas de débat, et on arrête. Et il y a une instruction judiciaire qui peut aboutir à charge ou à décharge. Parce qu'il y a d'aucuns qui voient que ce sont des arrestations purement politiques. Mais motivés politiquement, parce que ceux qui sont arrêtés, comme par exemple Jama Kabound, il s'est dit être arrêté par rapport à ses opinions qu'il a émises, et aussi surtout qu'il est candidat. Matata Pogno, lui aussi, il est aussi terrassé par la justice. Oui, mais écoutez, je comprends, les Congolais ont longtemps vécu des dictatures successives. Et ils ont encore ce regout amer. Mais ce n'est pas le cas ici. Et ils doivent en être sûrs. Ici, on est devant des individus qui ont effectivement commis des infractions, c'est-à-dire des cas de délinquance. Des délinquances. Oui. Et quel est cet État qui va laisser courir des délinquants? Les cas de délinquance comme lesquels? Mais vous savez ce que veut dire un délinquant? Oui, mais... quelqu'un, au fait, un délinquant, c'est quelqu'un qui a commis une infraction ou qui est complice d'une infraction. C'est ça un délinquant. Et lorsqu'on commet une infraction et que cela est avéré, c'est-à-dire sanctionné par une décision... Mais Kabound, c'est par rapport à ses opinions.
Non, mais il faut faire la différence. Par rapport à ses opinions, il a dénoncé, et après cette dénonciation, il se retrouve derrière les barreaux. Mais écoutez, il faut faire... il y a une différence entre une opinion qui est censée être objective et basée sur des éléments probants et des propos à tendance fallacieuse pour nuire à la réputation et à la personnalité de X ou Y. Ça, personne n'accepte ça. Tu ne peux pas te mettre devant les caméras et raconter ta vie sans en amener aucun élément de preuve et penser t'en sortir. Oui, Salomon tel qu'il est, Salomon Escadella, on continue à chercher des infractions sur son cas, mais c'est comme si on n'a pas trouvé. Et son parti continue à crier à l'instrumentalisation de la justice. C'est une méthode qu'on connaît bien pour avoir été dans l'opposition. Mais ce qu'il faut qu'on se dise ici, parce qu'il faut avoir un minimum de connaissance du fonctionnement du système judiciaire. Pour l'instant, M. Salomon Escadella est présumé auteur d'une infraction parce qu'il n'y a pas de jugement définitif. Et ça serait prématuré pour nous, notamment de notre bord politique, de commenter sur ce dossier-là. Parce qu'il est encore en instruction et donc ça risque de paraître pour une espèce des personnes qui influencent la justice. Nous ne sommes pas ce genre de personnes-là. Beaucoup de gens ont nous sommes battus plus de 30 ans de combat, on y a laissé des morts. D'ailleurs, je profite, je crois que vous avez vu le secrétaire général du parti, M. Augustin Kabouya, que je salue, qui a commémoré nos victimes qui ont été brûlées vives à la permanence du parti. Donc, c'est-à-dire, nous avons un discours philosophique, nous avons une idéologie. Notre action politique a un contenu et que Dieu me garde de dire que ce n'est pas toute la classe politique qui se retrouve dans cette catégorie-là. Est-ce que plus de 32 ans, parce que ça c'est une chanson que vous répétez presque chaque fois, 32 ans, et beaucoup de gens ont applaudi, ont acclamé à l'avènement de l'UDPS au pouvoir, pour voir que non, il devait y avoir l'état de droit. Mais vous ne voyez pas que les gens sont déçus parce qu'ils s'attendaient beaucoup plus à autre chose, mais les gens commencent à déchanter. Je vais vous appeler Jean-David, vous permettez? Allez-y. Jean-David, je pense qu'il ne faut pas être alarmiste. Le changement partout au monde, c'est un processus. Et tout système a un degré de réforme qu'il accepte. Quand ça dépasse ce degré, c'est l'implosion. Il faut être d'accord que le train est en marche. Nous ne sommes pas au point zéro. Aujourd'hui, les Congolais demandent beaucoup, c'est leur droit, et ils le demandent de l'UDPS parce qu'ils savent que c'est la machine politique qui peut faire quelque chose pour eux et qui est en train de le faire. Je prends l'exemple de la gratuité de l'enseignement, je prends l'exemple de la gratuité de la maternité. Et pour quelle qualité? Écoutez, vous avez entendu parler de l'Obamacare, qui est considéré comme la plus grande action politique du président Obama. Il y a eu des critiques. L'essentiel d'un système, c'est d'abord qu'il soit mis en place. La perfection du système, on n'arrêtera jamais de la poursuivre. À moins que vous ne me disiez qu'il y aura un moment où on doit arrêter de perfectionner notre système scolaire, notre système d'enseignement. Ça n'arrivera pas. Mais on a déjà un acquis. Un système d'enseignement où on a déjà un acquis. On a quelque chose dans la gibecière. Aujourd'hui, il y a des millions d'enfants qui ont accès à l'éducation grâce à la gratuité de l'enseignement. Et pour ça, rien que pour ça, sous d'autres cieux, je crois que le président aurait reçu un prix Nobel. Depuis 1967 qu'on a institué les systèmes de bac, le système des diplômes d'État, on n'a jamais connu ce qui s'est passé. Il y a même des repêchages à l'examen d'État. Il y a ceux qui réussissent à la deuxième session. Et ça aussi, vous mettez ça comme des prouesses? Écoutez, vous mélangez les choses parce que la gratuité, d'abord, elle ne concerne que le niveau primaire. Mais comme vous voulez qu'on parle du niveau secondaire... Non, c'est l'enseignement d'une manière générale. Il n'y a pas de problème. Ce que je peux dire, c'est que
il y a à chaque fois une tentative d'amélioration du système. Et toutes ces tentatives, allez, on va dire, elles ne sont pas toutes fructueuses. Il y a un moment où on y va par essai-erreur et on rectifie, on avance. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Pas du tout. Oui. Il n'y a pas péril en demain. Oui, mais il fallait que peut-être qu'il fasse mieux que son prédécesseur. Il a publié, les résultats ont été publiés 2 mois ou 1 mois après. Et en plus, il y a même des palmarès, bon, et appelle le palmarès, où les gens qui ont échoué, après, lorsqu'ils voient les palmarès, ils réussissent. C'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais écoutez, vous êtes en train de créer un problème de communication parce que vous n'avez pas les éléments. Tout ce que vous avancez, ce sont des supputations. Ce sont des supputations. Oui, issues sûrement des réseaux sociaux. Mais les gens, des vrais journalistes comme vous, attendent des enquêtes et des éléments, des statistiques. Oui, mais il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes, on a eu à faire des éléments. On a eu à faire des éléments. Le ministre, l'excellence Tony Mwaba, c'est un des ministres les plus performants de l'enseignement primaire et secondaire dans ce pays. Et d'ailleurs, j'invite les experts de son ministère à plus communiquer pour éviter cette désinformation-là. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'éléments probants sur lesquels vous basez. Et avec des tirs spéculatifs, on ne saura jamais éduquer la masse et éclairer l'opinion. UDPS au pouvoir, déjà il y a un ballon d'essai, on ne sait pas. UDPS veut le changement de la Constitution. Alors que les autres ne l'ont pas fait. Kabila a dirigé pendant 18 ans. Il y a eu une fois où on lui a demandé de changer la Constitution. Il dit « je veux respecter la Constitution ». Aujourd'hui, UDPS veut changer. Il veut limiter, enlever toute limitation des mandats. J'ai échangé dernièrement avec le secrétaire général de l'UDPS, qui est le seul à ce jour qui peut engager le parti, M. Augustin Kabouya, et à ce que je sache, il ne m'a jamais fait part aucunement d'une quelconque tentative ou envie de l'UDPS de modifier la Constitution. Donc ce n'était pas au menu de toutes les discussions que j'ai eues avec lui. Mais cependant, il faut reconnaître que l'UDPS n'a jamais voté pour cette Constitution et que moi, personnellement, j'estime qu'il y a des grandes questions qui nécessitent des débats. Des grandes questions, des grands écueils contenus dans la Constitution autour desquels il faut débattre. Mais maintenant, il s'agit de savoir est-ce que c'est opportun? Je ne pense pas. Je pense que l'heure est à l'organisation des élections. Et cela montre que déjà, au niveau, au cas où vous parvenez à avoir votre deuxième mandat, non, mais ça fera partie des priorités et changements de la Constitution. L'UDPS... Vous ne vous inscrivez pas dans cette logique-là? Écoutez-moi bien. Parce que déjà, à vous entendre, vous dites que vous n'avez pas voté pour je suis content que vous abordiez cette question. Écoutez-moi très bien. L'UDPS s'est battu et a laissé plusieurs vies humaines, des combattants qui se sont sacrifiés dans ce combat, justement pour qu'on ait cette liberté d'expression. On ne peut pas museler un individu étant membre de l'UDPS ou pas. On ne peut pas l'empêcher d'avoir des opinions. Mais à prendre cette opinion et la faire porter à tout l'UDPS, c'est ça le problème. Même moi, je ne suis pas attitré tant que je n'ai pas le mandat pour parler officiellement au nom de l'UDPS. Mandat qui devrait provenir du secrétaire général qui a des prérogatives spéciales, M. Augustin Kabouya. C'est l'homme habilité à engager le parti. Mais déjà, donc arrêtez de nous amener... Mais déjà, à vous entendre là, à vous entendre, vous dites que vous n'avez pas voté pour cette constitution. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a l'initiative de revoir certaines dispositions... Jean-David, je vais vous poser trois questions très simples. Est-ce que Maître Évariste Kalala Kouété a le droit d'avoir des opinions propres? Oui, sinon je ne serai pas un humain. Je ne serai pas un individu identifié dans une société. J'ai le droit d'avoir des opinions.
La deuxième question, est-ce que mes opinions sont forcément les opinions de tous ceux qui m'entourent? Non. Et la troisième question, est-ce que au niveau du Parlement, lorsqu'on est élu député, on a la possibilité d'initier des projets de loi en tant qu'individu, en tant que député seul? Oui. Et je crois que celui qui a parlé de ça, c'est le professeur Chilumbu, que je salue aussi en passant. Je crois qu'il est déjà député et en sa qualité, on ne peut pas l'empêcher de réfléchir. Mais de là à aller en faire une affaire de tout le parti, d'une politique du parti politique de l'UDPS, je crois que c'est quand même exorbitant. Évariste Kouété aussi député et candidat député. Oui. Alors que nous avons 2400, je pense plus de 2400, 24 000, voulais-je dire, 24 500 députés. 24 500 candidats députés. Oui. Ce qui fait que nous aurons pratiquement 24 000 qui vont échouer aux élections. Mais c'est trop là. D'abord, je renforce, je suis effectivement candidat dans la circonscription de Moueka. Et, il y a combien de sièges là-bas? Il y a 3 sièges. Et tout se passe bien. Et j'aimerais préciser que les élections, c'est une compétition. Et dans un État démocratique qui se veut démocratique, on ne peut pas empêcher aux gens de compétir. Et c'est une preuve qu'il y a ce qu'on appelle l'ouverture politique. Mais c'est pléthore, ça. C'est trop. Mais la loi ne peut que fixer les conditions. Et tous ceux qui remplissent les conditions et qui veulent concourir sont les bienvenus. C'est ça l'état de droit, c'est ça la démocratie. Voilà, merci beaucoup, monsieur Évariste. C'est moi qui vous remercie, monsieur Jean-David Kilolo. Voilà, merci. Vous êtes secrétaire national de l'UDPS en charge des questions juridiques. De la justice et des droits humains. Voilà, justice et droits humains. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, notre deuxième invité, c'est tout de suite. Télé 50, simplement congolais. Au jour d'aujourd'hui, après ce passage, nous pouvons nous considérer satisfaits et que nous pensons que tout est mis en place pour que le projet puisse respecter les délais.